Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo sur Tomb Raider, le berceau de la vie, sorti en 2003, un film de Yann de Bonte d'après la série de jeux vidéo Tomb Raider de Core Design. C'est un film avec à nouveau Angelina Jolie, mais elle n'est pas toute seule, il y a aussi Gerard Butler. C'est une coproduction internationale entre les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon. C'est un film qui a été réalisé avec un budget de 95 millions de dollars environ. Il en a rapporté un peu moins quand même que le précédent film. 156 millions, c'est un échec au box-office, en plus d'avoir reçu de mauvaises critiques comme le premier. Il dure 1h57 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h57 ? Eh bien, c'est la suite des aventures de Lara Croft qui cherche la boîte de Pandore avec son ami sexy Gerard Butler. C'est un film qui me laisse l'impression d'être impersonnel, mais d'avoir été mieux fait. Il semblerait quand même qu'il y ait eu moins de problèmes de tournage, de production. Yann de Bonte est quand même quelqu'un qui, même si c'est plus un faiseur, c'est quand même un bon faiseur. Bon, je n'ai pas vu Speed 2, je vous le laisse, le Speed 2 il paraît que c'est pas très bien, mais Twister ou Speed, ou même je crois Antise, sont plutôt des films bien faits. Ici nous avons aussi cette optique du film bien fait, en tout cas bien mieux que le premier. Les erreurs sont peut-être moins apparentes, mais en même temps c'est un film qu'on oublie rapidement. Alors pourquoi je vous parle de ce film alors ? Eh bien, comme pour le premier, je trouve que c'est plutôt enrichissant et challengeant. C'est un bon exercice de parler aussi de films moyens, voire même pas de mauvais films, mais de films qui sont plutôt médiocres, qui ne laissent aucun goût, aucune saveur particulière, et essayer d'en retirer des éléments, ne serait-ce que aussi d'en présenter d'une façon pas objective, mais d'une façon aussi pertinente que d'autres films qui ont plus de grands sujets. Ou en tout cas de le médiatiser un peu de la même façon, de faire l'exercice de le médiatiser de cette façon. Certains diraient que c'est une perte de temps, mais je trouve que ça permet justement d'étoffer un petit peu ce qu'il y a sur la chaîne, pas forcément à chaque fois des gros films de ouf, se confronter un petit peu à des films un peu moins clinquant, un peu moins étincelant. Ce film-ci a une histoire beaucoup plus en étapes et beaucoup plus tournée vers l'action. À sa tête de l'histoire, parce qu'il y a aussi le screenplay qui a été fait par quelqu'un d'autre, mais à l'histoire de scénaristes assez différents. On a un scénariste qui est l'auteur de l'histoire de Running Man, la version américaine bien sûr. Vous savez, c'est Le Prix du Danger, le film français. Eh bien, il en a fait la version américaine avec Schwarzenegger. Il a aussi fait Commando, Piège de cristal, La famille Pierre à feu, Le flic de Beverly Hills 3, Street Fighter, Judge Dredd, Piège à Hong Kong, voilà ce genre de scénariste. Et l'autre qui, lui, il a fait Hook, Dracula, Contact, Sahara. On a quand même deux personnes qui ont un style assez opposé. Ce qui en résulte, je pense, c'est un film qui s'éloigne beaucoup plus d'une ambiance du jeu. En un sens, il arrive à faire une adaptation, peut-être qu'il adapte un petit peu trop en s'éloignant de codes de Lara Croft. Roger Ebert disait qu'il était plus assuré. Le film semble prendre beaucoup plus les rênes de son histoire. Roger Ebert disait qu'il utilise l'imagination et les espaces exotiques pour donner au film le même type d'aventure pulp que nous avons eu dans Indiana Jones. Le problème, c'est que dans ce film-là, cette optique pulp est plus tournée vers une action dans un lieu précis, voire même une action dans des lieux renfermés. Ce sont des scènes qui ne respirent pas l'exotisme, elles ne servent que de transition sur des lieux qui sont beaucoup plus cloisonnés. Cloisonnés en intérieur ou cloisonnés en studio. C'est-à-dire que nous n'allons pas vivre une scène dans une ville asiatique, non, nous allons nous renfermer sur un petit
quartier de studio ou dans une espèce de tour, dans un labo de recherche. Donc ça sent bien sûr le studio, le lieu renfermé, mais ça reste aussi beaucoup de séquences d'action. Comme vous avez vu, ce film ne vous proposera pas la grande séquence qui va vous épater. L'histoire est d'ailleurs un petit peu confusante car elle commence sans explication. C'est là où le film semble être un petit peu créé pour enchaîner des scènes d'action. On a une introduction un peu spéciale avec un mariage grec qui est interrompu par un tremblement de terre, et de cet éboulement de tremblement de terre apparaît le titre entre les pierres qui s'écartent. Alors là, on se dit, arriver à l'idée de Tomb Raider à partir d'un mariage grec, je crois que c'est un peu comme dans les Simpsons, vous savez, vous avez un début d'histoire qui n'a rien à voir et après vous arrivez au sujet. C'est un peu l'impression s'il y a une espèce de détour au début qui est un peu confusant. Tout est aussi abracadabrantesque que le premier, avec du bullshit d'histoire, vous savez, Alexandre le Grand, il avait fait ci et ça, oui, c'est ça. Donc c'est comme le premier, il faut pas s'affoler, voilà, c'est la convention de l'histoire du film qui veut essayer de donner de l'importance fantastique à certains éléments historiques qui n'existent pas en vrai. Donc il faut aussi accepter qu'on modifie l'histoire pour amener un objet légendaire, la boîte de Pandore. De même qu'il y a un bullshit d'histoire, mais aussi un bullshit de narration. Il y a Lara qui est dans l'eau, elle est coincée, et tout d'un coup, elle est sauvée par un sous-marin. Hein, bien sûr, tous les gens dans le sous-marin, ah bah tiens, c'est Lara, alors salut, comment ça va? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi une convention dans la narration de choses un peu bizarres qui apparaissent et qu'il faut accepter rapidement parce que sinon ça sert à rien de continuer le film. Ça fait partie de ces films, je pense, d'écriture un peu laborieuse. Le film avance un peu par à-coups, par scène d'action. Il n'y a pas une espèce de lancée fluide de ce qui se passe par rapport à d'autres films qui sont très... Tout semble lié par une quête commune. Là, c'est un enchaînement de scénettes, après un enchaînement de scènes d'action, sans que ce soit bien relié en un tout bien lisse. Le film est peut-être plus assuré que le premier, parce que le premier, c'est vraiment charcuté. On le sent, c'est dingue maintenant avec du recul. Le premier, on sent vraiment que le film a des gros problèmes d'écriture. Celui-ci semble aller plus dans un sens, mais il avance par petits à-coups. Un petit peu l'impression que j'avais eue, au final, comme le monde ne suffit pas. Deuxième partie, Tomb Raider, le berceau de la vie. Le berceau de la vie, le berceau de la vie. Le berceau de la vie. Oh. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son public? Comme le premier Tomb Raider, on voyage dans le film. Les enjeux sont supérieurs, le film est mieux fait, le script reste médiocre et banal. Il n'y a aucune surprise, j'entends par là. Et beaucoup de choses, beaucoup de scènes sont faites en vain. On a une superbe course de moto dans un lieu exotique, je vous dis pas lequel bien sûr. Ça fait rêver. Mais c'est juste une scène de transition, on n'en fait rien. On n'iconise pas le moment pour un ressort dramatique, par exemple, ou une course-poursuite, par exemple, aussi. Bien donc, c'est une simple séquence de transition qui même se sent comme transition et ça dévalue le potentiel de la scène. La quête de l'objet magique fait un peu penser à un documentaire de parc national géographique. On dit que on va aller en Afrique et le plan suivant, on a des plans avec des girafes, des lions et des éléphants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça y va au cliché. En termes spatial, avant un final dans un espèce de lieu tout bizarre où on a la totalité des résolutions de conflits dans cette scène finale. Elles ne sont pas diluées au fur et à mesure, tout est mis
en un bloc la résolution des conflits internes, personnels et externes de Lara. Angelina Jolie la joue toujours bien, il me semble qu'elle a plus de marge de manœuvre concernant son personnage. On montre aussi que, comme le précédent, des séquences où elle est badass. Avec de la musique rock, cette fois-ci ce n'est plus de la techno, on a une petite avancée. Elle a plus d'autorité. Je trouve par exemple dans la scène où, au début du film, où elle revient sur les ruines qui ont été enfouies et que le tremblement de terre, vous savez, le mariage chez les Grecs, a révélé tout ce qui se passe sur le bateau et après ce qui se passe dans les ruines, tout ça, je trouve que ça la met vraiment bien en valeur. Elle est badass, elle est assurée, elle quitte son cosplay pour des tenues et des coupes de cheveux qui échappent à l'image du jeu. Ce film fait plus film que le précédent qui fait plus jeu ou tentative d'adaptation du jeu. Ce film donc prend vraiment ses distances, peut-être un peu trop, ce qui dénature en fait une sève qu'on attendrait d'un titre de film Tomb Raider. À force de vouloir s'émanciper du jeu et de certains codes, il a l'air un peu quelconque ce film et du coup il perd aussi, je trouve, en valeur. Par rapport au précédent où Lara était un électron libre, ici elle répond à l'appel de sa majesté, alors que franchement, on a vraiment l'impression qu'elle n'en a rien à foutre. Lara Croft est aussi une putain de pollueuse, vous savez, comme Pierre le pollueur qu'elle combat dans le premier Tomb Raider, qu'elle définit comme un pollueur, ici, c'est quand même un truc de malade. Elle laisse une carcasse de vaisseau entière dans l'eau et un parachute en plastique au beau milieu de la savane. Donc ça, si c'est pas avoir une attitude de pollueur, je ne sais pas ce que c'est. Elle est accompagnée d'un autre pollueur, mais lui, il pollue l'écran malheureusement. C'est Gerard Butler en mode beau gosse, badass, un peu bourru, avec des dialogues à la punchline, mais c'est affolant. Il a que des répliques à la con. À un moment, il s'appelle Terry Sheridan, je crois. Oh, quel nom aussi, Terry Sheridan, ça fait déjà un nom de méchant. Et à un moment, il se retourne vers Lara et il dit « Ne mate pas mon petit cul !» C'est plus intéressant de voir le challenge entre Sheridan et Croft dans ce film-là que Craig et Lara dans le précédent. Mais du coup, ça donne une espèce de relation très chelou, trop testostéroné, qui après retombe dans un cliché de film d'action qu'on a déjà beaucoup vu. On a aussi un autre méchant qui est un petit peu lourdeau, c'est Rice. Le Rice, un syndrome du méchant qui parle trop au lieu de tuer le héros. Le mec ne tire pas, c'est-à-dire qu'à la fin du film, il peut simplement tirer et non, il commence à parler dans ce film. Les gens ont des tonnes d'occasions de se tirer dessus, de tirer sur les autres facilement et de les tuer, mais ils ne le font pas. Voilà, encore une fois, des problèmes de scénario ou des problèmes de mise en scène, des clichés trop pompeux, trop poussiéreux et qui n'osent pas faire avancer la machine. Ou alors il faut créer d'autres situations. Ah oui, là ça nécessite de faire fonctionner un peu plus les ménages. Mais je pense pas que ces gens qui ont écrit ce scénario n'ont voulu le faire. Donc après on arrive avec des situations qui sont un petit peu pénibles à regarder et qu'on a un petit peu envie de zapper. Le film a eu 3 mois et demi de tournage, encore une fois financé par cette fameuse compagnie là de réduction de taxes, là, la Telemution Group. Alors c'était compliqué de tourner en Chine, donc ils sont allés tourner en studio pour Shanghai, donc ce fameux renfermement en studio dont je vous parlais au début de la vidéo. Le set en lui-même de Shanghai, le quartier, le pâté de maison, est plutôt impressionnant à voir, mais on ne rend pas compte du côté impressionnant des décors, je trouve, dans le film. Il y a quelques mouvements de grue qui montrent un petit peu, mais en tout cas, sur ce set-là, et même généralement sur les autres, il y a un beau travail de lumière. Justement, Yann de Bont, c'est quand même un chef-op à la base, il se fait plaisir avec les lumières. Ça a un petit peu vieilli, bien entendu, mais c'est quand même plutôt bien, c'est un bon point. On a beaucoup de plans de grue et en hélicoptère pour représenter les scènes. On fait comme on peut pour rendre la chose, mais des fois ce sont des mouvements de grue qui sont juste là pour faire le plan général avant d'aller tout de suite sur le plan rapproché, ou des fois des mouvements de grue qui
semble-t-il, avait l'air plus impressionnant, mais qu'ils ont dû cutter parce que ça ralentissait le rythme de la scène. Concernant les séquences d'action, est-ce que c'est mieux? Je trouve que, comme je vous l'ai dit, le film est plus appliqué, il est aussi plus appliqué pour ses scènes d'action. Le film, comme le premier, encore une fois, me semble assez désespéré d'entertainer. Il fait vraiment ce qu'il peut, mais bon, ce qui est bien par rapport au précédent, c'est que De Bont, lui, connaît un petit peu plus l'image, il n'utilise jamais de shaky cam, lui, il sait quoi faire. On peut lui reconnaître ça, il y a trop de plans rapprochés pour que ce soit confortable, mais ils sont suffisamment stables pour qu'ils épousent le mouvement des acteurs. Et là, ça, c'est quand même quelqu'un qui a un petit peu de réflexion. Jan De Bont, si vous avez vu ses films comme Twister ou Antise, ce sont des films qui sont vraiment propres dans les mouvements, dans les cadrages, et ce film-là le fait aussi un petit peu par moment. Bon, il y a toujours, vous savez, des problèmes de ralenti, hein, les séquences d'action manquent un peu de peps, hein, comme celle du précédent d'ailleurs, donc on a ces ralentis inappropriés à la John Woo, là c'est John Woo qui influence de ces merveilleux ralentis sans cesse Hollywood, hein, on est début des années 2000 quand même, et on se retrouve avec des scènes qui avancent aussi, comme je vous le disais, par coup de ralenti, avec des effets de montage absolument horribles. On a un moment quelqu'un qui dit « Seul le globe peut révéler son emplacement » et on a le globe en surimpression qui rapetisse pour se loger dans l'œil de Lara. C'est assez affreux comme effet. C'est très signifiant, mais c'est aussi très voyant. Pour un cinéma aujourd'hui qui ne fait plus des effets comme ça, c'est vrai que c'est choquant de voir ça. C'est comme je vous le disais au début, le titre qui apparaît dans l'éboulement de pierre qui s'écarte, voilà, des trucs comme ça. Maintenant, on n'accepte plus ça. Nous avons aussi des monstres qui sont faits par ordinateur. Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on les voit de nuit. Alors c'est pas comme s'ils étaient à la pleine lumière et que les textures pourraient éventuellement picoter. À la lumière de la lune, je trouve que c'est beaucoup plus regardable. Bon, ça reste des effets spéciaux qui ont largement vieilli, qui n'étaient pas au centre du film, donc il y a eu, comment dire, une attention qui a été limitée par le budget aussi du film. Donc forcément, c'est pas des créatures très bien faites maintenant, mais elles sont suffisamment fragmentées et suffisamment mises dans l'ombre pour que ça ne soit pas gênant. Ce sont les gardiens de la galerie, de l'endroit où il y a la boîte, la grande boîte de Pandore, et on a cet endroit qui est le berceau de la vie. C'est un réseau de galeries où l'on marche un peu dans tous les sens, donc c'est un endroit qui défie les lois de la gravité. C'est pas mal, et la boîte de Pandore, son emplacement n'est malheureusement pas du tout mis en valeur, donc il faut vraiment jouer avec le côté labyrinthique de cet endroit, de ces galeries, pour arriver jusqu'à la boîte, avec une espèce d'eau numérique pas très belle. Donc on a un endroit vraiment très très bizarre qui, je trouve, n'est pas totalement bien exploité à mon goût. On a des prémices d'idées de mise en scène avec les gens qui se regardent mais qui sont en fait en haut en bas. Enfin, c'est assez déroutant. On voit le potentiel de la scène, mais je trouve que c'est pas super bien exploité. Ce qui est mieux exploité, pour terminer, c'est la musique de Alan Silvestri, qui, lui, c'est un vieux de la vieille, hein, il se fait pas avoir comme les précédents pour le premier volet. Il nous fait une musique plutôt standard, mais bienvenue. On retrouve un peu des teintes du retour de la momie, donc de 2003, dans la composition, mais aussi le thème de Van Helsing qui composera en 2004. C'est plutôt Van Helsing qui se serait inspiré de Tomb Raider, mais je pense que ces gens-là font plusieurs compositions en même temps, et c'est vrai que ça marque un petit peu, mais il y a déjà plus de mélodie, il y a déjà un peu plus de travail. Le son ne semble pas remplacé par de la techno qui sert à rien. On a quelques morceaux qui ne font pas partie de la composition dans le film. Là, quand je vous disais que Lara est
à un moment une scène d'entraînement avec un fusil ou un arc, je sais plus ce que c'est, avec de la grosse musique rock, enfin ça c'est un peu badass, c'est un peu bourrin, gros ours, hein, mais ça reste limité dans le film, on a de la composition et elle s'entend et ça fait plaisir. C'est le dernier film de Jan de Bont d'ailleurs, je crois, de mémoire. Je pense qu'il en avait marre de se faire huer. Les gens n'avaient pas du tout aimé Speed 2 et Antise. Moi, je trouve qu'Antise est encore regardable. C'était pas mirobolant, mais ça se regarde, quoi. Bon, c'est un remake, mais bon, c'est correct. Ce n'est pas si honteux que ça. Tomb Raider, le berceau de la vie, c'est oubliable complètement. En termes de film d'aventure de ce type et de suite, faut pas l'oublier, je trouve que le Retour de la momie est tellement plus efficace. Si vous êtes fan de Gerard Butler, regardez ce film. Non, c'est passable, c'est un peu mieux que le premier. Je lui mets un 11. C'est vraiment, c'est pas beaucoup, mais c'est un petit peu mieux que le premier. C'est plus appliqué, c'est peut-être plus agréable à regarder, mais moi j'ai une petite tendresse pour Daniel Craig. Son personnage est plus... On a envie qu'il s'en sorte, le Daniel Craig, dans le premier. Sheridan, on a juste envie qu'il ferme sa gueule. Voilà, la critique, elle est terminée. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir dit grand-chose. J'en suis désolé. Hein, on peut pas être percutant tout le temps. Hein, mais j'avais envie de revenir sur ce film-là, faire un petit peu un déballage de mon impression sur ce film. J'espère que ça vous aura plu quand même. J'espère vous avoir peut-être donné envie de le découvrir, hein, ou de le revoir partiellement, des petits bouts. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une analyse de séquence sur Tomb Raider, mais c'est sur une cinématique, la cinématique du reboot. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!